Nous avons vu dans la présentation précédente que du fait de la petite différence de masse entre les isotopes d'un même élément, des fractionnements peuvent se produire au cours des réactions d'échange isotopiques. Ces fractionnements peuvent se réaliser à l'équilibre isotopique, mais l'équilibre n'est pas toujours atteint ou pas toujours possible. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième catégorie de fractionnement, hors équilibre, le fractionnement cinétique. Les molécules qui diffèrent l'une de l'autre seulement par les isotopes qu'elles contiennent s'appellent des isotopologues. Comme les isotopologues d'une molécule ne réagissent pas à la même vitesse, des fractionnements cinétiques peuvent se produire au cours des réactions chimiques ou des processus physiques. Les fractionnements cinétiques peuvent se produire au cours des processus physiques quand les molécules se déplacent dans un fluide le long d'un gradient. Les molécules qui contiennent les isotopes légers se déplacent plus rapidement que celles qui contiennent les lourds. Ou, deuxième possibilité, dans le cas d'un changement de phase, quand une des phases est soustraite au système, la réaction ne peut pas atteindre l'équilibre. Les fractionnements cinétiques peuvent également se produire pendant des réactions chimiques, car l'énergie d'activation des isotopologues contenant les isotopes légers est plus faible que celle des isotopologues contenant les lourds. Cela conduit au fait que les vitesses de réaction des molécules à isotopes légers sont plus importantes. Quand les réactions sont unidirectionnelles ou incomplètes, dans ce cas l'équilibre ne peut pas être atteint, la différence de réactivité peut engendrer un fractionnement isotopique cinétique. Nous allons voir ensemble deux contextes dans lesquels se produisent plusieurs fractionnements, dont des fractionnements cinétiques. Le premier exemple, qui est un processus physique, est l'évaporation de l'eau dans un système ouvert. C'est le cas de l'évaporation de l'eau océanique dans l'atmosphère, par exemple. Les molécules d'eau passent de l'état liquide à l'état gazeux. Des échanges de molécules d'eau se produisent entre l'eau liquide et une couche à l'interface eau-air saturée en vapeur d'eau. Un équilibre s'établit progressivement entre l'eau et la couche à l'interface. La vapeur d'eau dans cette couche est donc à l'équilibre isotopique avec l'eau liquide. On a vu dans la vidéo sur les fractionnements à l'équilibre que cela ne signifiait pas qu'elle avait la même composition isotopique que l'eau liquide. La vapeur d'eau de cette couche à l'interface air-eau est en fait appauvrie en isotopes lourds par rapport à l'eau liquide. Les molécules d'eau diffusent depuis cette interface dans l'air ambiant. Les isotopologues contenant des isotopes légers, c'est-à-dire de l'oxygène 16 et de l'hydrogène 1, diffusent plus rapidement que ceux qui contiennent de l'oxygène 18 ou un hydrogène 2. Voici une autre schématisation de la situation dans laquelle est représentée la couche d'interface. Cette couche, on l'a dit, est à l'équilibre isotopique avec l'eau liquide. Le delta de cette vapeur, qu'il s'agisse du delta 18O ou du delta 2H, est plus bas que celui de l'eau. Le réservoir atmosphérique étant quasiment infini par rapport à l'interface, il existe toujours un gradient d'humidité entre l'atmosphère et l'interface qui entretient en permanence la diffusion des molécules d'eau, favorisant continuellement le départ des isotopologues légers. La vapeur d'eau qui se dégage dans l'atmosphère est donc appauvrie en isotopes lourds par rapport à l'eau liquide. La combinaison du fractionnement à l'équilibre et du fractionnement cinétique génère donc une vapeur d'eau atmosphérique significativement appauvrie par rapport à l'eau initiale. Prenons un exemple concret. Des mesures ont été faites dans et au-dessus d'une eau à 20 degrés dans l'océan Indien. Le delta 18O de l'eau de surface a été mesuré à moins 0,22 pour 1000. On peut calculer que la vapeur à l'équilibre avec cette eau de surface, qui représente la couche d'interface, a un delta 18O de moins 9,98 pour 1000. Le delta 18O de la vapeur mesuré au-dessus de l'océan est lui de moins 12,50 pour 1000. Il est bien significativement plus bas que celui de l'eau. Le fractionnement total est la somme d'un fractionnement à l'équilibre et d'un fractionnement cinétique. Notons que dans un système fermé auquel on aurait laissé le temps de s'équilibrer, par exemple dans une bouteille fermée hermétiquement pendant un certain temps, l'air contenu dans la bouteille ne serait pas renouvelé et la vapeur serait à l'équilibre isotopique avec l'eau. La vapeur serait donc appauvrie en isotopes lourds par rapport à l'eau, mais moins que dans le cas précédent. Voyons un deuxième exemple,
Dans les processus biologiques, les fractionnements cinétiques sont fréquents. C'est le cas au cours de la photosynthèse, qui est une réaction irréversible au cours de laquelle du CO2 est utilisé pour fabriquer des sucres. La réaction simplifiée étant 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6, c'est-à-dire un sucre, plus 6O2. La fabrication des sucres est en fait une suite assez complexe de réactions qui se succèdent dans le cycle dit de Calvin. Celui-ci débute dans les chloroplastes par la carboxylation, c'est-à-dire l'incorporation du carbone du CO2 foliaire dans une molécule organique. Au cours de cette réaction, catalysée par une enzyme, l'incorporation de l'isotopologue du CO2 contenant du carbone 12 est plus rapide que celle de l'isotopologue contenant du carbone 13. Comme cette réaction est unidirectionnelle, les produits de la photosynthèse sont appauvris en carbone 13 par rapport au CO2 foliaire. Le delta 13C des sucres formés dans les feuilles est de l'ordre de moins 25 pour 1000, alors que celui du CO2 à l'intérieur de la feuille est de l'ordre de moins 12 pour 1000. Le delta 13C des sucres formés est donc bien plus bas que celui du CO2 de la feuille. Pour résumer, un fractionnement cinétique peut se produire au cours des réactions incomplètes ou de processus unidirectionnels, c'est-à-dire si les produits ne peuvent se rééquilibrer avec les réactifs. De nombreux processus biologiques sont ainsi unidirectionnels et entraînent des fractionnements cinétiques. Quel est l'effet d'un fractionnement cinétique? Eh bien, comme les isotopes légers réagissent plus vite et diffusent plus vite, les produits sont enrichis en isotopes légers et les réactifs en isotopes lourds. Notons que dans le cas des fractionnements à l'équilibre, c'est bien différent puisqu'il n'y a pas d'enrichissement ou d'appauvrissement systématique des produits ou des réactifs.